j'ai une triple chance ce soir et ici. La première, c'est de vous retrouver. Je vous ai déjà dit que j'ai un faible pour l'Est de la France. C'est un Corse qui vous parle, c'est pas par atavisme. Hein. Je suis un Corse un peu pervers, j'adore les pays du Nord et de l'Est, c'est comme ça. Mais j'ai dit une fois, ça peut paraître anecdotique, après tout, aller vers l'Est, c'est aller contre la marche du soleil. Donc remonter un peu le temps à mon âge, ça peut servir. Et non, je dis ça parce qu'à chaque fois, j'aime beaucoup le public que je trouve ici. Je me souviens quand j'étais enfant, je suis né dans l'administration coloniale, enfin mes parents étaient dans l'administration coloniale, comme beaucoup de Corses qui fuyaient la misère, les vendettas, les deux. Et donc à Saïgon, à Abidjan, j'étais petit, hein, moi je n'avais pas le choix, hein, j'étais dans les valises de mes parents. Je voyais par terre, que ce soit à Cotonou, à Saïgon, des plaques de fonte, vous voyez, des Courégabo, Pont-à-Mousson. Dans le monde entier, on voyait ça. Et puis maintenant, il n'y a plus rien. Il me semble que les fonderies ne se sont pas multipliées. Hein. Donc voilà, ça pourrait être du coup un public découragé, déprimé. Pas du tout. Je sens une attention aux problématiques, en particulier aux problématiques sociales, qu'on ne voit pas toujours dans les couloirs des grandes écoles. Et je parle sur le mode de la litote, là, quand je dis qu'on ne voit pas toujours. C'est la première raison pour laquelle je suis content. La deuxième, c'est que vous avez beaucoup parlé, enfin, je viens un peu en dernière phase sur le sujet du travail, donc vous avez abordé les choses sérieuses, je ne peux me contenter que du fun ce soir. Voilà, c'est pour arriver à ma troisième raison, c'est que vous êtes indulgent avec mes défauts, vous connaissez mes défauts, j'aime bien les détours, et puis on croit que je vais parler du travail, de Marx, de la plus-value, et puis je vous parle de poésie, c'est pas sérieux, quoi, vous voyez. C'est peut-être pas sérieux, mais enfin, moi je fais comme Marx. Sur ce point-là, hein, je ne suis pas devenu mégalomane. Mais regardez, je vous cite un texte de Marx. Je vous cite un texte de Marx citant les poètes, vous voyez, pour montrer que ce n'est pas par fantaisie. Regardez, Marx cite Shakespeare. C'est extrait d'une pièce de Shakespeare un peu moins connue que les autres qui s'appelle Timon d'Athènes. Et le texte dit ceci, de l'or, l'argent c'est l'or, hein, la monnaie, l'argent. L'or, l'argent. De l'or jaune, étincelant, précieux, non, Dieu du ciel, je ne suis pas un soupirant frivole, ce peu d'or suffirait à rendre blanc le noir, beau le laid, juste l'injuste, noble l'infâme, jeune le vieux, vaillant le lâche. Cet or écartera de vos... Dieu et son âme, comme on dit en terre chrétienne, que la terre lui soit légère, comme on dit chez les Africains, où j'ai beaucoup vécu, mais je pense à un qui est mort récemment, là. C'est pas bien, hein, du mal d'un mort, mais je pense à, comment il s'appelait, l'Américain qui a cassé sa pipe, là, le héros de la guerre du Vietnam, là. Ah oui, merde. Non, pas Bush, pas le père Bush, pas mal non plus, c'est un criminel de paix, celui-là, mais... non, le faucon, là, qui à la fin est apparu comme un immense démocrate, puisqu'il était contre Trump. Merci, McCain, merci bien. Oui, qui a sévi dans le pays où je suis né, au Vietnam, hein, je veux dire. Bon, dont on a fait le héros, vous voyez, c'est écrit en toutes lettres par Shakespeare, hein. Rendre jeune le vieux, vaillant le lâche. Parce qu'en fait, il paraît qu'il a été capturé par les Vietnamiens qui l'auraient même dénoncé les copains. Je ne suis pas spécialisé au dossier, mais c'est pas si clair. Hein. Bon, cet or écartera de vos autels vos prêtres et vos serviteurs. Il arrachera l'oreiller de dessous la tête des mourants. Cet esclave jaune garantira et rompra les serments, bénira les maudits. C'est une suite de ce qu'on appelle les antithèses. Hein. S'il y a des profs de lettres ici, c'est des figures de style. Bénira les maudits. Fera adorer la lèpre livide, donnera aux voleurs place, titre. Comment il s'appelait notre ministre socialiste là, qui avait ses impôts Merci, Cahuzac. Excusez-moi, je perds la mémoire, je vieillis. Voilà, puis il y en a tellement comme lui que pourquoi retenir un nom parmi d'autres, hein. Mais enfin, il n'était pas triste celui-là, parce que là, il disait vous avez intérêt à payer vos impôts avant la fin. Bon. Donc,
fera adorer la lèpre, donnera aux voleurs place, titre, hommage et louange sur le banc des sénateurs. Shakespeare, XVIe siècle. C'est lui qui pousse à se remarier la veuve éplorée, celle qui ferait lever la gorge à un hôpital de plaies hideuses, l'or l'embaume, la parfume en fait de nouveau un jour d'avril. Allons, métal maudit, putain commune à toute l'humanité, toi qui mets la discorde parmi la foule des nations. Ça, c'est Shakespeare. Et Marx dit, Shakespeare fait une peinture magistrale de l'argent. Et Marx enchaîne en disant ceci. Ce que je peux m'approprier grâce à l'argent, ce que je peux payer, autrement dit ce que l'argent peut acheter, je le suis moi-même, moi le possesseur de l'argent. Les qualités de l'argent sont mes qualités et mes forces essentielles en tant que possesseur d'argent. Ce que je suis et ce que je puis, ce n'est nullement mon individualité qui en décide. Je suis laid, mais je puis m'acheter la femme la plus belle. Je ne suis pas laid, car l'effet de la laideur, sa force repoussante, est annulé par l'argent. Personnellement, je suis paralytique. C'est un jeu impersonnel. Personnellement, je suis paralytique, mais l'argent me procure 24 pattes. Je ne suis donc pas paralytique. Je suis méchant, malhonnête, dépourvu de scrupules, sans esprit, mais l'argent est vénéré. Aussi le suis-je moi-même, moi son possesseur. L'argent est le bien suprême, donc son possesseur est bon. Au surplus, l'argent m'évite la peine d'être malhonnête, et l'on me présume honnête. Je n'ai pas d'esprit, mais l'argent étant l'esprit réel de toute chose, comment son possesseur manquerait-il d'esprit? Il peut en outre s'acheter les gens d'esprit. France Culture. Pas tout, mais... Non, pas à 3h du matin, c'est bien France Culture, c'est du sérieux. Non, mais il y a d'excellentes émissions sur le Collège de France à 2h du matin, comme personne n'écoute. Sinon, on a Onfray à 13h. Hein. Et en juillet, on l'a sur les plages. C'est pour ça que je l'appelle le philosophe balnéaire. Je n'ai pas d'esprit, mais l'argent étant l'esprit réel de toute chose, comment son possesseur manquera-t-il d'esprit? Il peut en outre s'acheter les gens d'esprit, et celui qui est le maître des gens d'esprit n'est-il pas plus spirituel que l'homme d'esprit? Moi qui puis avoir grâce à l'argent tout ce que désire un cœur humain, ne suis-je pas en possession de toutes les facultés humaines? Mon argent ne transforme-t-il pas toutes mes impuissances en leur contraire? Si l'argent est le lien qui me relie à la vie humaine, à la société, à la nature et aux hommes, l'argent n'est-il pas le lien de tous les liens? Ne peut-il pas dénouer et dénouer tous les liens? Voilà, j'arrête là cette citation un peu longue, mais quand même, c'est magnifique. Et surtout dans la foulée de Shakespeare, vous voyez. Eh bien, ce n'est pas le Marx du Capital, c'est un Marx de jeunesse. Cet extrait du manuscrit de 1944, Marx est jeune, il est encore libertaire, avec toutes les qualités et les inconvénients de la position. J'espère que tout le monde a commencé par être libertaire quand il était jeune, quand même. C'est la moindre des générosités. Le tout, c'est de ne pas y perdre trop de temps. Oui, c'est l'époque où il était, je ne sais pas moi, feuillerbachien, proudhonien, vous voyez. Naturaliste. Pas encore matérialiste dialectique, mais naturaliste. Et je vous dis ça parce que le Marx du Capital, celui qui arrête de s'indigner, parce que c'est magnifique, mais c'est de l'indignation, c'est de l'ironie. L'argent est diabolisé, là, visiblement. Vous voyez ce que je veux dire? Pourtant, lorsqu'à la suite de luttes syndicales qui ont été dures, il y a eu des morts, des fois, n'est-ce pas, dans le temps, un mineur, je vais prendre, exprès, vous allez voir, c'est pas pour l'imagerie, c'est parce que c'est pour un truc précis. Je pense à la silicose, vous savez, cette maladie effrayante qui fait s'introduire des particules carrément aussi dures que le diamant de silice quoi, dans les poumons, qui fait mourir dans des conditions atroces, et qui était un fléau dans le monde des mineurs avant que des luttes syndicales obligent à porter des masques, des casques, bref, à faire des alternances, et qui était la cause d'une mortalité effarante. Je ne parle même pas des coups de grisou. Bref, le mineur qui avait cotisé pour sa retraite, il avait rarement la chance d'arriver à l'âge de la retraite. Oui. Mais si je pense à un qui avait la chance enfin d'y parvenir, je ne sais pas moi, en juillet 68, je dis exprès, j'allais dans mes 20 ans, hein, et qui s'achète à crédit, il ne faut pas exagérer non plus, hein, sa première télécouleur. Après 40 ans de carrière, vous voyez,
de carrière, appelez ça une carrière, 40 ans de bagne. Eh bien, il y a un cohn-bendit qui surgit au coin du bois qui lui dit « Salaud embourgeoisé, métro, boulot, dodo, t'es plus bon pour la révolution, t'es un salaud de consommateur. » On ne va quand même pas diaboliser l'argent de cet homme-là, de ce mineur. Il a bien le droit, ayant survécu, n'est-ce pas, à la silicose et autres fléaux, il a bien le droit tout de même de s'asseoir un peu devant son téléviseur après la vie qu'il a menée. Voilà, je suis en train d'essayer de dialectiser, vous voyez. Je ne suis pas en train de déifier l'argent ou de le diaboliser. Je montre à quel point je problématise, c'est mon travail de philosophe aussi, je veux dire, de montrer qu'il y a des problèmes là où on avait des slogans dans la tête, n'est-ce pas, que les choses sont problématiques. Marx, une de ses plus belles phrases, c'est de dire que la mystification n'est pas tant dans les solutions qu'on propose que dans la manière de poser les questions. Vous voyez ? Parce qu'il y a des manières de poser les questions et les problèmes qui vous condamnent à avoir qu'une seule solution ou qu'une seule réponse. Quelle était la couleur du cheval blanc d'Henri IV ? C'est pas, bon, ça, quand on était à l'école primaire, on nous faisait rire avec ça, mais c'est souvent ça, la politique. Alors, j'ai commencé par ce texte-là parce que c'est une détermination réelle. Pris sous un certain angle, l'argent, c'est abominable. C'est vrai tout ce que Marx a dit, là. Il transforme le voleur en héros, le criminel en homme de paix, le malhonnête en modèle d'honnêteté, et l'ignare, Cupide, en homme d'esprit généreux. C'est pas faux. Et c'est pour ça que j'ai terminé la dernière phrase, je la répète, 3 lignes. Si l'argent est le lien qui me relie à la vie humaine, à la société, à la nature et aux hommes, là tout y est. La nature, la culture, la société, tout y est. L'argent n'est-il pas le lien, deuxième fois qu'il y a le mot lien, regardez bien, de tous les liens, troisième fois, ne peut-il pas nouer et dénouer tous les liens, quatrième fois. Pourquoi je m'arrête sur cette phrase ? Parce que l'argent, comme le langage, qui est la matière de mon métier, un philosophe c'est quelqu'un qui interroge les mots après tout. Qu'appelles-tu ? C'est comme ça que ça a commencé avec Socrate, la philosophie. Non pas qu'est-ce que c'est, ça c'est une question de savant, mais qu'appelles-tu ? On avait vu ça la dernière fois. Qu'est-ce qu'une étoile ? C'est une question d'astronome. Qu'appelles-tu une étoile ? C'est une question de philosophe. Quand tu m'auras dit ce que tu appelles une étoile, je te dirai si à terre. Donc voilà. Or, je suis en train de faire un détour, pas du tout. Le langage, l'argent, dans les deux cas, c'est ce qui relie les hommes. Oui, il y a un curieux lien, oui, je reprends encore le mot lien, entre deux formes d'échanges fondamentaux dans l'humanité depuis la nuit des temps. La monnaie, la parole. Ce qui a fait dire à Mallarmé, j'ai fait ce long développement parce que Mallarmé est souvent obscur, mais ça va être un peu plus clair. Parler n'a rapport aux choses que commercialement. Encore qu'il suffirait de mettre en silence dans la main d'autrui une pièce de monnaie. Mallarmé a très bien vu la relation qu'il y a, n'est-ce pas, entre une certaine façon de parler et une certaine façon d'échanger les marchandises. Parce que dans le langage aussi, il y a de l'inflation. Vous voyez ? Ou de la déflation, enfin ça dépend. Dans le langage, il y a une énorme histoire, il y a une sédimentation, dans la monnaie aussi. Si vous lisez dans le Capital, et je vous le recommande, parce qu'il y a des passages difficiles, très difficiles, mais il y a un passage accessible à tout le monde et qui n'en est pas moins profond pour cela, et surtout pas moins informatif, car il est fabuleusement riche en informations historiques. C'est le chapitre dans le livre 1 du Capital, vous le trouvez en édition de poche, qui s'appelle « L'accumulation primitive ». Si vous avez le courage de lire ça jusqu'au bout, vous savez, l'accumulation primitive, c'est le moment, parce que le capital, on le fait fructifier, on fait des bénéfices, mais pour ça, ça suppose qu'il y a le capital au départ. Ce qui caractérise le capitalisme, c'est qu'il y a un capital d'abord à investir. Mais comment il s'est constitué ? Il y a bien un moment où il faut le constituer, où on part de zéro. Ça, c'est le moment de l'accumulation primitive. Et là, il y a l'amnésie. C'est tellement atroce, l'histoire de l'accumulation primitive, qu'il vaut mieux le passer sous silence. Et les pages où Marx parle de l'accumulation primitive sont de véritables révélateurs. Si vous voyez simplement ce qu'il dit de la manière dont les Hollandais, je ne veux pas porter le chapeau, les Français n'ont pas fait mieux, ou
et même pire. Mais je veux dire, là, il prend l'exemple des colonies hollandaises en Indonésie, à Java, l'exemple de la manière dont les esclaves étaient enfermés dans des prisons où il y avait la place pour 20 personnes, ils en mettaient 200. Mais c'est effrayant. Je parle à des époques de révolution industrielle, je ne parle pas du Moyen-Âge. Comment s'est formée cette civilisation occidentale dont nous sommes si fiers, qui a inventé la démocratie? Ben oui. T'as un gamin, il a 6 ans, ben, à l'époque, il travaille à l'usine en Angleterre, pays le plus développé, il travaille 13 heures par jour. Et sans congé, et sans assurance, etc., etc. Oui, mais comme ça, il ne fait pas le voyou dans la rue, c'est ce que disaient les Quakers qui les employaient. Ça, c'est pour vous dire qu'il y avait déjà, vous savez, les droits de l'homme maintenant, il faut toujours une bonne conscience. Plus on fait le mal, plus il faut passer, j'illustre ce que disait Marx, là, l'argent transforme tout. Plus on fait le mal, plus il faut se faire passer, comme il disait Bush, l'empire du bien. Eh bien oui, puisqu'en face il y a l'empire du mal, c'est que moi je suis le bien, il fallait y penser. Toi tu es le mal, la Chine, la Russie, ça dépend des époques, les pays laïques, les rares pays arabes laïques, l'Irak, la Syrie, la Libye, c'est le mal. Moi, je suis de la génération de la guerre de Suez. Là, les jeunes n'ont pas très connu, mais je pense qu'il y en a quelques-uns qui se rappellent. L'expédition de Suez. C'est qu'il y avait Nasser qui avait eu le culot, l'audace, de nationaliser quoi? Bravo, le canal de Suez. Non, pas les pétroles, il n'y en a pas en Égypte. Le seul truc qui rapporte un peu de blé en Égypte, pardon de parler un peu familièrement, qui rapporte un peu d'argent, un peu de dinars, la livre égyptienne, c'était le canal. Et voilà que ça n'appartenait pas au peuple égyptien. C'était la France et l'Angleterre qui géraient la chose. Il fallait y penser quand même. Nasser, ce qu'on appelle la génération des jeunes colonels, je ne vais pas faire de l'histoire, qui prennent la relève des souverains que l'Occident entretenait, le roi Farouk, qui s'oubliait dans les draps, je parle sérieusement, dans les draps du Carlton à Cannes, etc., qui était la honte de l'Égypte. Enfin bref, donc qui a rendu sa fierté un peu l'Égypte. Voilà qu'ils décident de nationaliser le seul secteur qui rapporte un peu d'argent. Quelle était la une de nos journaux, rappelez-vous? Le nouvel Hitler. Non, c'est pour vous dire, quand je parle de Assad, c'est pas ma tasse de thé, Les Assad, les Saddam Hussein, ils ont mis des camarades dans des cuves d'acide. Je ne suis pas en train de diaboliser, je dis, mais il faut un aplomb, un cynisme, n'est-ce pas? Surtout qu'en général, ces dictateurs-là, c'est nous qui les avons créés. Je pense à Saddam Hussein, les Anglais l'ont sorti du lot parce que c'était un bon tueur de communistes, et puis on l'a mis au pouvoir. C'est un scénario classique, comme on a fait avec Bokassa, vous savez, en Centrafrique. Centrafrique s'enfonce dans la criminalité politique, c'est effrayant, c'est un carnage permanent dont tout le monde se fout d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas ni les Russes ni les Chinois derrière, on ne peut pas dire. Je vous dis ça, c'est pas sûr que je voterai Poutine si j'étais en Russie, c'est le problème des Russes, c'est pas le mien ça. Bon, le mien, c'est ce qu'on dit chez moi. Or, on ne parle jamais. La Centrafrique, c'est effrayant, ce qui s'y passe. Alors, c'est un pays qui devrait être presque plus riche que la France. Il y a peut-être plus de diamants que d'habitants. Résultat, il est presque encore plus pauvre que le Mali. Et c'est pas peu dire. C'est un pays où le 2 tiers est le désert. Donc, vous voyez, il y a une perversion des mots, il y a une perversion des concepts. Donc, pardon, je t'en prie, Hervé. Je suis dérangé quand tu dis un pays aussi pauvre que le Mali, alors que le Mali possède des recherches minières inouïes. Je suis un petit peu en opposition, excuse-moi. Ah oui, mais tu as raison, j'aurais pas dû dire le Mali, je parle des Maliens. Ah, pardon. Et surtout des Maliennes, que quand on a vu comme moi les femmes maliennes se lever le matin, je parle de 3/5 des femmes maliennes, faire 10 km pour aller chercher de l'eau. Et quand elles ont fait 10 km, il faut refaire 10 km pour aller chercher du bois pour chauffer l'eau dans un pays où il n'y a ni eau ni arbre. Et pas intérêt à tomber sur un coopérant écolo qui est payé 3 plaques par mois, qui va lui dire « faut pas couper les arbres ». Mais oui, c'est comme ça, moi je l'ai vu ça au Niger. Niger, Mali, c'est la même chose. C'est des pays où il y a 2 tiers de désert au nord et un tout petit peu de verdure au sud. Ça s'appelle le Sahel. Sahel est un mot arabe qui veut dire rivage. L'océan, c'est le désert, c'est le grand désert, le Sahara, c'est une belle métaphore. Voilà.
Donc, c'est de cela dont je parle. Mais tu as raison, c'est d'autant plus scandaleux leur pauvreté, mais c'est une pauvreté que vous n'imaginez même pas, le Mali, le Niger, je veux dire, on ne peut pas l'imaginer quand on n'a pas vu. Moi, j'ai eu la chance d'enseigner en Côte d'Ivoire, pays incomparablement plus riche que ces pays-là. En termes relatifs, tout ça, c'est des pays en voie de développement. Mais enfin, la Côte d'Ivoire par rapport au Mali, c'est l'Allemagne par rapport au sud de l'Espagne ou de l'Italie. Eh bien, j'avais des élèves au lycée technique d'Abidjan, terminal, je suis en philo, j'ai avec des grands. Hein. Et donc, déjà, qui ont la chance d'aller au lycée. Vous voyez, c'est déjà un écrémage. Hein. Et d'arriver au secondaire. À la pause, 2 heures de cours, à la pause, vous savez, je suis bavard, vous avez vu, la craie, la poussière, la chaleur, il n'y avait pas la climatisation à l'époque, je prends un petit biscuit, un peu de sucre, etc. Puis il y a toujours 3 ou 4 élèves plus motivés que les autres qui ne sortent pas à la récré, qui veulent discuter avec le prof. Et je suis pas en train de manger mon biscuit, donc j'offre un biscuit. Ça, je l'ai vu, hein, c'est pour ça que je vous le dis, excusez-moi, c'est l'anecdote, je sais bien, mais quand même, je veux dire, dans la riche Côte d'Ivoire, son biscuit, c'est un biscuit, un petit brin, là, un petit beurre, hein, il le prend, il le coupe en 5, 6, 7, 8 morceaux pour donner à ses camarades. Côte d'Ivoire, je ne parle pas du Mali, j'ai fait des centaines de kilomètres dans la même journée. Au Niger, il y a des marchés, des villages. Dans le marché, on ne trouve que des oignons, des oignons, des oignons, même pas un poulet, c'est comme ça. Mais tu as raison, toute notre électricité vient du Niger. Enfin, j'exagère un peu, hein, parce que notre principe. Oui. Oui, absolument. Ah, le jour où tu me fais décoller mes avions pour mon fils qui a eu un accident en Thaïlande en vacances là, par des éoliennes, moi je suis pour les énergies alternatives, hein, tant qu'on n'y est pas. Non, mais c'est vrai que l'essentiel de l'électricité nucléaire qui est majoritaire en France, le minerai pour l'essentiel, pas seulement, mais la plus grande partie vient d'Arlit, au Niger, je connais bien l'endroit. Donc c'est des pays qui devraient, je ne parle même pas du plus grand scandale, c'est la République démocratique du Congo, ce qu'on appelait autrefois le Congo belge, puis le Zaïre, vous savez, ça change tout le temps. Ça change tout le temps, mais en mal, hein, à chaque fois. Vous savez, c'est là où on a aidé à l'époque Tchombé à flinguer Mobutu, à flinguer Lumumba, excusez-moi, qui avait la mauvaise idée d'avoir des idées marxisantes. Bon. On a dit, tu es libre, tu peux y aller, tu n'es plus en prison, puis on lui a tiré dans le dos. C'est un pays continent, c'est gigantesque, mais c'est un scandale, c'est pas moi, c'est Mobutu, l'un des hommes les plus corrompus. Je ne vais pas porter le chapeau, je ne suis pas de ceux qui décrient la corruption des Africains, parce que moi je fais partie des pays où il y a les corrupteurs. J'y reviendrai, mais puisqu'on parle de l'argent. Et Mobutu disait lui-même, mon pays est un scandale géologique. Vous trouvez tout, le manganèse, les diamants, le fer. Sous le sol, vous trouvez tout, et sur le sol, vous plantez un manche à balai. 3 mois après, il y a une plantation de bananes, de bananiers. J'exagère à peine, c'est d'une fertilité, c'est pas le Sahel, c'est pas le Niger, il pleut, c'est fertile, c'est prodigieux. C'est plus pauvre que le Mali. Entre 10 et 15 millions de morts, personne ne sait exactement, depuis la fin du IXe siècle. Vous savez que c'était la propriété privée du roi des Belges. Ça n'appartenait même pas à la Belgique, au peuple belge. C'était l'arrière-jardin du roi des Belges. Et pour le caoutchouc, quand le caoutchouc naturel était une fortune, qui a disparu avec la création du caoutchouc synthétique, je veux dire, quand le rendement ne venait pas dans un village, on coupait les seins aux femmes, on crucifiait les mecs sur des arbres. Je n'exagère rien, renseignez-vous. Tout ça est sur Internet, mais je parle des historiens, je ne suis pas dans la toile des conspirationnistes, là, c'est des choses bien établies. On n'en parle jamais, c'est pour ça que je vous le dis. Parce qu'on ne peut pas dire c'est totalitaire, et non, c'est la Belgique. La Belgique, le roi des Belges, n'est-ce pas? Mais oui, à l'époque c'était Léopold, hein, Léopold Ier. Mais donc voilà, je veux dire, tout ça pourquoi? Pour le caoutchouc qui rapportait une fortune. Donc. Ça continue maintenant pour les enfants qui prennent le cobalt, qui vont mourir. Bravo, le coltan, le cobalt, hein. Vous savez que sans le coltan, vous n'avez pas vos portables, vous connaissez bien. Voilà. Bien sûr. Mais c'est les enfants de 12 ans, j'ai vu ça, c'est effrayant. Et je vais vous dire, parce qu'on va y arriver tout à l'heure, ils ont tous la même tête. C'est ça ça me donne les larmes aux yeux. Ils ont tous la même tête. Alors qu'ils sont différents au départ, à l'essence. Mais vu les conditions dans lesquelles ils vivent, ils finissent par tous se ressembler. Une tête de la misère.
De même que les gamins qui, dès que vous vous garez à Abidjan, disent « Patron, je garde la voiture », parce qu'il n'y a pas d'autre source, dans la rue. Et le petit qui a 12 ans va se faire racketter de ce que je lui donne par celui qui a 15 ans et qui, bon, la misère engendre la misère. Misère, misérus, ça veut dire malheureux en latin, il ne faut pas oublier, le malheur. Oui, et la violence, bravo. Donc, ils ont tous la même tête, c'est effrayant de voir ça. Il y a une indifférenciation par le manque d'argent. Là, je contredis, je ne diabolise plus l'argent. Et puisque je suis en Afrique, je ne vais pas m'attarder trop en Afrique, je quitte l'Afrique sur une boutade, mais une boutade populaire superbe. Notre problème que vous discutez depuis 5 séances, 4 séances, un quart, l'argent. Vous posez à un Africain, on a fait l'expérience, vous posez la question qu'on se pose souvent, est-ce que l'argent fait le bonheur? Vous savez, les discussions. Vous savez ce qu'ils répondent les Africains? Quelqu'un a peut-être la réponse. Il est plus facile de pleurer sur le cœur d'une jaguar que sur un vélo. Oui, mais non, c'est trop compliqué pour un Africain, c'est plus simple, mais c'est à mon avis plus pertinent ce qu'ils répondent. Ils répondent. Donne-moi de l'argent et je te le dirai. C'est pas l'argent. C'est déjà mieux. Il faut me donner d'abord, je vais te dire après. Mais ça résume les gilets jaunes, ça. Mais ça résume les gilets jaunes. Comment? Vous pensez qu'à l'argent, vous ne pensez pas à la planète? Comment? Il y a la fin du monde, vous pensez à la fin du monde, n'avez pas honte? Oui ou non? Qui est des crapules dans les gilets jaunes? Il y a des héros, il y a des crapules comme partout. Vous croyez que quand il y a eu la prise de la Bastille, on a filtré, on a dit, vous là, vous avez de bonnes intentions, vous là, vous êtes contre la violence, n'importe quoi. Enfin, quand même. Tout ce qui faisait la fierté de l'histoire de France, maintenant, il faut en avoir honte. C'est grave, quand même, la manière dont le langage s'est perverti. Donc voilà, je quitte l'Afrique là-dessus. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Je n'ai pas tranché, mais la réponse africaine, en attendant, qui ne tranche pas non plus d'ailleurs, qui est subtile. Il dit, il faut me donner d'abord, je vais te dire après. Il repose une question. Voilà, il me donne une leçon de philosophie. Donc, je me suis autorisé, par ce long détour de Marx citant Shakespeare, je me suis autorisé à vous citer des écrivains qui sont des témoins. Vous savez que Marx, par exemple, préférait le royaliste Balzac au progressiste Zola. Il trouvait que les luttes de classe étaient beaucoup mieux exprimées dans Balzac, avec beaucoup plus de richesse et de concrète, n'est-ce pas? Peu importe des idées politiques de Balzac. Mais ce qui compte, c'est le témoignage qu'il nous donne du monde dans lequel il vit. Et ici, je vais vous citer alors quelqu'un qui n'est pas du tout comme Balzac, quelqu'un qui est connu pour être ce qu'on appelle, ça vaut ce que ça vaut, mais dans les écoles, on dit que Balzac, c'est le chef de file du courant réaliste. Ça dit assez bien ce que ça veut dire, même s'il ne faut pas réduire Balzac à cela, c'est aussi un visionnaire. Ce n'est pas seulement de la vue, c'est de la vision. Mais non, mais je cite un rêveur qui est mort fou. D'ailleurs, je pense à Gérard de Nerval, vous savez que j'ai mes dadas. Et comme il est trop peu lu, je profite pour marquer le coup à chaque fois. Dans sa nouvelle la plus connue, celle que Proust mettait au-dessus de toutes les littératures françaises, il n'y a pas beaucoup de temps qu'on reconnaît en Nerval un grand écrivain. Ça date à peu près des années 60. Vous voyez, c'est pas vieux, 1960. Mais c'est une nouvelle, je vous dis tout de suite le contexte, le pitch, vous allez voir le rapport. Vous allez très vite voir avec l'argent. Et ce sur quoi embraye l'argent. Et avec quoi on le met rarement en relation. Pour vous résumer très rapidement la nouvelle, il s'agit d'un héros typique de l'époque romantique dont Nerval se moque un peu. C'est presque déjà du Flaubert avec une lucidité. La première phrase, c'est « Je paraissais tous les soirs au théâtre, aux avant-scènes d'un théâtre, pardon, en grande tenue de soupirant. » Vous voyez, il y a une espèce d'autodérision. Le type, dans le parterre du théâtre, amoureux de l'actrice. C'est d'une banalité, vous voyez, c'est typique de l'époque romantique. Mon oncle m'avait pourtant dit que les actrices n'étaient pas des femmes comme les autres et que la nature avait oublié de leur faire un cœur. Vous voyez, bon, pour l'instant, on n'est pas dans l'originalité. Et il précise bien, ça aussi c'est très, très romantique, que la femme réelle ne l'intéresse pas. C'est l'image qu'il a tous les soirs de voir cette actrice l'approcher, il n'en est même pas question. Il fallait qu'elle apparût reine ou princesse, et surtout n'en point approcher. Vue de près, la femme réelle révoltait notre ingénuité, il parle de sa génération. Alors que je vous précise, vous allez voir qu'on revient à des choses très concrètes, qu'il parle exactement
dans les années qui succèdent la Révolution de 48 et son échec, qui a traumatisé la classe ouvrière française, comme plus tard la Commune. C'est très important de voir le reflux des littérateurs dans un monde intérieur, dans un monde de rêve et d'évasion, après 1848. Alors qu'avant, même des gens comme Lamartine, qui est un aristocrate, Alphonse Lamartine, etc., est quand même chef du gouvernement provisoire de la République, qui renverse Louis XVIII, quand même, vous voyez. Il y avait un engagement politique des premiers romantiques en faveur des idées révolutionnaires, de la République et de la liberté. Ben, tout ça reflue, on appellerait ça maintenant un courant réactionnaire, contre-révolutionnaire, pas encore bien méchant, qui s'enferme dans le rêve, dans la tour d'ivoire des poètes. Bref, l'auteur, celui qui parle, le narrateur, pardon, c'est pas pareil, en est là. Et il y a un ami qui lui dit « Je te vois tous les soirs venir au même théâtre, pour laquelle y viens-tu » On est à Paris, hein. C'est galant. Pour laquelle il ne me semblait pas qu'on puisse venir pour une autre. Oui, jusque-là, on est vraiment dans une histoire assez triviale au sens mathématique, assez banale et romantique. Et bien il dit « Tu vois ?» Il montre une table où elle est attablée avec un jeune homme. Voilà le jeune homme qui va la raccompagner chez elle ce soir. Sans trop d'émotion, je regardais un jeune homme bien vêtu, une figure pâle et nerveuse, le héros romantique, un peu tuberculeux, oui. Pâle et nerveuse, il jetait de l'or sur une table de whist, le whist c'est un peu le bridge, hein, et le perdait avec indifférence. Dites donc, on revient à notre sujet là. À son rival, il jette de l'or sur une table, il perd, c'est pas grave, il en a encore. C'est pas fini, ça commence. Il répond à son ami, qu'importe, celui-là, un autre, il fallait qu'il y en ait un, celui-là me paraît digne d'avoir été choisi. L'autre est estomaqué, et toi ou moi, c'est une image que je poursuis, rien de plus. Vous retenez ça, moi je suis amoureux d'une image. Très bien. Sans hiatus, il enchaîne, la pièce est finie, il va à la salle de lecture, dans les théâtres, à l'époque, il y avait les salles de lecture, les journaux du jour, et il tombe sur un petit entrefilet comme ça, hein, un tout petit entrefilet, qui dit les cours de la bourse, et il s'aperçoit que les actions que lui a léguées son oncle viennent d'être revalorisées. Bref, il fait fortune là. Il réalise tout d'un coup qu'il est devenu riche. Il dit, que dirait le jeune homme si je retournais? Jusque-là, c'était une image que je poursuis, maintenant qu'il a de l'argent, vous voyez? Ce que disaient Shakespeare et Marx tout à l'heure, hein, avec l'argent, on peut tout inverser. Hein. Si j'allais le trouver en disant, cette femme m'appartient, je suis plus riche que toi, et puis il dit, non, ce n'est pas ainsi. C'est le narrateur qui parle. Ce n'est pas à mon âge qu'on tue l'amour avec de l'or. D'ailleurs, ceci est l'idée d'un autre temps, qui me dit aussi que cette femme soit vénale. Vous voyez, tout tourne au terme de l'achat et de la vente de valeurs qu'on croit être non économiques. C'est ça qui m'intéresse. Parce que si on cantonne, vous voyez, le discours de Marx, ça n'est valable que dans les vitrines des boutiques, c'est bien. Mais Marx passe son temps à dire que pour comprendre ce qu'il y a dans les vitrines, il faut voir l'arrière-boutique. Hein. Il y a des petites mains qui partent des grandes dames, souvent. Hein. Et voilà qu'il dit, ceci est l'idée d'un autre temps. Là, je m'attarde, parce que Nerval se fait historien. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a raison. L'autre temps, c'est avant la Révolution française. À l'époque, vous savez, il y avait le droit de cuissage, mais c'était un droit, c'était dans la juridiction féodale. Vous avez tous entendu parler du mariage de Figaro. Mais on oublie que le sujet principal de la pièce, c'est le droit de cuissage. C'est qu'en droit, ça ne se faisait plus trop, hein, c'était abandonné, en fait, ça se faisait presque plus. Mais en droit, le seigneur, ici le comte Almaviva, a le droit de coucher avec la fiancée, avec Suzanne, n'est-ce pas, avant Figaro, avant son fiancé. Et c'est pour ça qu'il a un peu tout le personnel du château contre lui, parce qu'il y a de la révolution dans l'air. Hein. Vous savez que Mozart l'a mis en opéra, ça ne s'appelle plus le mariage, mais les noces de Figaro. Et Mozart a toujours choisi, Mozart est contemporain de la Révolution, les années 17, ses plus grands chefs-d'œuvre, c'est les années 1791-92. Mozart a toujours choisi des sujets subversifs, Don Giovanni. On voit le maître et le serviteur, hein, Don Juan et le Borel, così fan tutte, je mets même à part tellement que c'est incroyable, de libertinage, et puis les noces de Figaro, où le problème, c'est épousera pas, hein, quand même. Je veux dire, est-ce qu'elle gardera son fiancé, ou est-ce que le comte ne va pas passer par là? Et c'est un miracle, vous savez, des rebondissements et des reconnaissances et des histoires de marques de naissance qui font qu'au dernier moment, le comte reste sur sa faim. Mais Nerval fait allusion à ça. Il fut un temps où c'était tout à fait normal. Parce que maintenant,
des féministes bourgeoises. Moi, je suis pour ça, travail égal, salaire égal, on en est encore loin pour les femmes. Pardon de rappeler ce vieux féminisme archaïque, mais tant que les femmes seront moins payées que les hommes, je resterai partisan de ce féminisme-là. D'abord, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Je suis le premier à dire que toute chose reste égale par ailleurs. Je crois que j'ai assez vu de régions du monde différentes. La femme est toujours celle qui, excusez-moi du langage familier, qui morfle le plus. Toute chose reste égale par ailleurs. Pas que ce soit dans la misère ou dans la richesse. Mais il vaut quand même mieux être Madame Bettencourt, franchement, ou Madame Clinton, ou Condoleezza Rice, vous savez. Ah, c'est encore mieux, là, parce que ceux qui aiment bien les identités, vous savez, on ne se préoccupe pas si quelqu'un est progressiste ou conservateur, on regarde si c'est une femme, un noir, un blanc. C'est ça, maintenant. J'exagère à peine. Hein. Condoleezza Rice, c'était la secrétaire d'État des Affaires étrangères hein, du fils Bush, hein, qui a organisé l'agression de l'Irak, malgré l'interdiction de l'ONU. Elle était noire et femme, ça n'empêche pas que c'était quelqu'un d'abominable. Et pas parce qu'elle était noire et femme, bien sûr. Pour montrer que vraiment, le problème n'est pas là. Donc, quand Nerval dit « ceci est une idée d'un autre temps », il rappelle que c'est tout récent, c'est moderne. C'est romantique qu'on dise quand même « non, ce n'est pas à mon âge qu'on tue l'amour avec de l'or ». C'est un progrès. Il a fallu des millénaires pour en arriver là. J'ai trop vécu dans des pays où il suffit d'avoir de l'argent pour avoir tout ce qu'on veut. Tout. Je voulais même vous dire, c'est cynique apparemment ce que je vais dire. Ce serait cynique si j'étais partisan. Non, je constate, hélas. Il ne faut pas faire comme Baudelaire. Baudelaire dit, j'ai pas passé mon temps à exprimer des choses abominables, et du coup on a cru que j'étais abominable. C'est comme si Marx, il étudie le Capital, donc Marx est un exploiteur. Il ne faut pas exagérer non plus, n'est-ce pas? Marx a passé son temps pour ne pas être un utopiste comme il y en avait tellement dans la gauche révolutionnaire avant lui. Et c'est pour ça que ça a échoué toujours. Au lieu d'être dans le socialisme utopique, il a essayé de faire un socialisme plus scientifique, c'est-à-dire qu'il ne s'occupe pas de ce qui doit être, mais de ce qui est. Comment ça fonctionne, comment on extorque le profit, la plus-value, la rente, etc. Une fois qu'on le sait, on peut, si on veut, changer. En tout cas, si on ne sait pas comment ça marche, on pourra le vouloir tant qu'on veut, on ne changera rien du tout. Ça, c'est la distinction en philosophie de l'être et du devoir-être. Comme disait Spinoza, un grand philosophe de l'être, il ne s'agit ni de rire ni de pleurer, il s'agit de comprendre, hein, quand il faut connaître. Donc, c'est l'air cynique ce que je vais dire, mais une des destinées les plus enviables, non pas au niveau des valeurs, mais au niveau de celui qui la vit, c'est d'être riche dans un pays pauvre. Vous avez ce que vous voulez. Ici, chez nous, il y a quand même des contre-pouvoirs, parce qu'il y a une riche histoire. J'avais des élèves qui me disaient, africains, qui me disaient, excusez-moi, vous voyez, je suis revenu en Afrique, qui me disaient, vous avez de la chance, en Europe, vous avez la démocratie. Et ils écoutent Radio France Internationale, hein. Nous, on a la démocratie, eux, c'est la dictature. Très bien. On ne leur dit pas que c'est nous qui entretenons ces dictatures. Ça ferait des contradictions terribles, enfin. Alors, je leur réponds ce que je pense. Je leur dis, écoutez, chez nous, c'est des voyous. Mais c'est vrai que c'est mieux que chez vous. Parce que chez vous, il y a un seul voyou. Un seul. Une famille, un clan, hein, qui fait ce qu'il veut. Devant qui tout le monde tremble. Chez nous, il y a un voyou qui regarde un autre voyou en face au gouvernement, qui dit « Et toi, là, les impôts, là, qu'est-ce que tu en fais? Parce que moi aussi, je veux ma part du budget national. D'accord? Tu as tes combines, moi j'ai les miennes. » Vous voyez, quand il y a plusieurs voyous qui dirigent, ça s'appelle des contre-pouvoirs. Il n'y a pas le bien contre le mal, il faut cesser de raisonner comme ça. Après, oui, c'est la conséquence, il vaut mieux. Hein, c'est mieux qu'il y ait plusieurs voyous qu'un seul. Ça fait moins de dégâts. Ça limite. Mais c'est comme ça, à l'origine, les parlements, c'est ça. Vous voyez, que le prince, comme on disait en Angleterre, une des plus anciennes formes de démocratie parlementaire, le prince a les mains liées pour faire... a les mains libres pour faire le bien et les mains liées pour faire le mal. C'est pas mal comme formule, hein, si on l'appliquait. Voilà. Donc, vous voyez, je suis en train de rappeler que ce qu'on appelle l'Ancien Régime, il existe encore dans beaucoup de pays qui sont en deçà des acquis de la Révolution française. J'insiste un peu sur la Révolution depuis tout à l'heure parce que je suis encore maintenant, j'ai du haut le cœur quand je pense à l'abjecte manière dont on a fêté son bicentenaire sous Mitterrand. C'est tout juste si ce n'était pas pour faire honte à la Révolution. Si vous vous rappelez un petit peu, je n'insiste pas pour ceux qui ont de la mémoire. Et tout de même,
nous vivons des heures où tout d'un coup, n'est-ce pas, il me semble voir des choses que je n'ai pas vues depuis peut-être 2 générations. Je ne sais pas comment ça va tourner, je ne suis pas en train de dire c'est bien, c'est mal. Je suis en train de dire que sur les plateaux télé, ça faisait des années que je voyais, ou alors dans la rue, des manifestations de bonnets rouges. Ça, c'est régionaliste, je suis corse, je connais. Régionaliste, ou alors générique. C'est pas une manifestation des femmes battues. Il n'y a rien de plus épouvantable qu'une femme battue. Je ne suis pas en train d'être... Pardon? Sinon, un homme battu, c'est ça que tu as dit? 2 femmes battues. Oui, oui, je suis bien d'accord. Je fais penser à Mozart, qui disait quoi de plus faux qu'une flûte, 2 flûtes. Bien sûr, mais je veux dire, c'était toujours identitaire. On n'était pas obligé de se sentir concerné à chaque fois. Ou alors, c'est, je sais pas moi, c'est les étudiants, ou alors... Et là, tout d'un coup, j'ai posté un interview d'un Bachir, il s'appelait Bachir, français de souche. Un Bachir, un gilet jaune, qu'on interviewait sur un rond-point, une 30aine d'années. Et ils disaient, mais vous n'êtes pas un peu infiltré par des gens du Front National? Il dit, je ne sais pas. Il dit, chez nous, ouais, il y a peut-être des fachos, il y a des gauchos, il y a des beurs, il y a des noirs. Je m'en fous, il a dit. Ah, quelle délivrance. Le peuple est là. Faut pas le peuple, il sait faire le ménage, vous savez. Je suis ahuri de voir des gens qui ont mon âge, qui sont là au moment où je parle, avec le froid qu'il fait dehors sur les ronds-points, avec un brasero, avec leurs femmes. Parce que à eux deux, à leur petit salaire, à eux deux, c'est pas des chômeurs, hein. Leur petit salaire, ils n'y arrivent pas, mais leurs fils encore moins. Et leurs petits-fils, ils tremblent de voir le monde dans lequel ils vont arriver si ça continue comme ça. Marquez, tout en haut de l'échelle sociale aussi, on pense à nos petits-fils. On nous dit, vous allez leur livrer une planète. Tout d'un coup, ils s'intéressent aux enfants, là, dans ces cas-là. Hein. Mais en les mettant au chômage d'abord, hein, même avec un bac plus 10. Voilà. Donc, je faisais selon les détours par Nerval, vous voyez, tout s'est retourné. Hein. Je suis amoureux d'une actrice, je n'ose pas l'approcher, mais si tout d'un coup, un aléa de la bourse fait que tout d'un coup j'ai de la fortune, elle peut être à moi, dites donc, le drôle de mobilité sociale. Allez, 3e et dernier exemple de ce lien entre l'argent et ce qui apparemment semble indépendant de lui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, ah bon, l'argent, bien sûr, ça a pas mal d'avantages, il faut être juste et tout, mais enfin, je veux dire, quand vous avez un chagrin d'amour, on peut avoir un chagrin d'amour, être milliardaire, ce qui est vrai. Regardez l'admirable film de Well Citizen Kane, n'est-ce pas? Où il meurt dans une solitude, l'homme le plus riche du monde, sans doute, n'est-ce pas, dans ce film. Oui, sauf que le 3e exemple, c'est un triangle dont j'ai déjà parlé dans d'autres occasions, je ne crois pas que ce soit ici. C'est aussi dans un texte de Nerval, dans Angélique, une nouvelle où il se balade dans les environs de Paris, pas loin de la tombe de Rousseau, à 3 km d'Ermenonville, et il arrive à l'abbaye de Chalice, et il dit, le fils du garde nous faisait visiter les lieux. Il se trouve que dans les lieux, je vous le dis pour comprendre ce qui va suivre, c'est très rapide, Henri IV, il y a un petit château du temps d'Henri IV où Henri IV a abrité ses amours avec la belle Gabrielle d'Estrée. Je suis dans Closer. Entre le Capital et Closer, vous allez voir. Et le fils du garde nous dit, donc c'est un paysan de l'endroit, du Valois, là, c'est-à-dire de l'Oise. Hein. Voici la tour de la belle Gabrielle. Tous les soirs, Rousseau venait pincer de la guitare sous sa fenêtre, et le roi, Henri IV, qui était jaloux, a fini par le faire mourir. Extraordinaire. Apparemment, c'est délirant. Henri IV, c'est 2 siècles avant Rousseau. Donc Nerval commence par rigoler, comme vous et moi. Nous sommes des gens cultivés, pauvres ignares de paysans. Et puis, la ligne, il dit, cette histoire n'est plus vraie qu'on ne croit. Henri IV, Rousseau sont les célébrités de la région. Mais la population est plus favorable à Rousseau, qui a été compatissant aux classes souffrantes. Vous voyez comme déjà ça se socialise. Et puis il ajoute ceci, Nerval, et là c'est extraordinaire le résumé. Rousseau, en refusant, là je vous cite par cœur, les 100 louis de Madame Pompadour, a ruiné l'édifice fondé par Henri. Tout a croulé, son image immortelle demeure debout sur les ruines.
Je reviens en arrière de la phrase, mais je ne voulais pas l'interrompre, elle est belle. Rousseau a refusé 100 louis de Madame Pompadour. Rousseau a fait un opéra à succès, on dirait aujourd'hui un succès people. D'accord? Il aurait pu continuer sur ce créneau-là. Il n'avait aucun des soucis qu'il a eu dans sa vie. Hein. Vous savez qu'il a changé de domicile, il était poursuivi par les polices des 3 plus grandes puissances d'Europe, on a lapidé sa maison à Motier, il était dans une misère noire, il a failli mourir chez moi en Corse, une des régions les plus pauvres du royaume, déjà à l'époque. Oui, c'est peu connu, je vous fais une petite parenthèse intéressante, hein, puisque j'ai fait la préface, j'ai commis la préface, on m'a demandé de faire la préface du projet de constitution que Rousseau a rédigé à l'intention de la jeune République corse à l'époque de Pascal Paoli. Il ne faut pas oublier que dans les années 1770, la Corse, avant les États-Unis et avant la France, fait le premier État politique, ça n'a pas duré longtemps, qui applique les idées des Lumières, d'avant-garde. Voilà, je le rappelle au passage quand même. Hein. Donc, Paoli envoie un émissaire dire à Rousseau, vous ne voulez pas être ce qu'on appelle aujourd'hui notre consultant pour rédiger une constitution. À l'homme le plus avancé des Lumières, c'est extraordinaire. Et Rousseau répond, je suis dans ma parenthèse, hein. Rousseau dit, vous êtes un peuple extraordinaire parce que le combat corse, c'est un peu comme le Vietnam à une certaine époque dans la gauche européenne. Vous êtes un peuple formidable, vous êtes débarrassé de la tyrannie génoise, vous luttez contre les armées de Louis XVI, vous êtes exemplaire. Voltaire disait à la même époque, l'Europe est corse. Mais je suis trop vieux, je suis au bout du rouleau, je suis fatigué, je suis malade, il avait la maladie de la pierre, je me balade avec des sondes dans l'urètre. Aller en Corse aujourd'hui, c'est pas simple, déjà. Mais alors à l'époque, vous imaginez. Et donc, grosso modo, il refuse. L'autre insiste. Donc il y a 4 lettres que je vous recommande, hein, entre Rousseau et Boutafou, que ça ne s'invente pas, bout de feu, ça veut dire, et l'émissaire de Paoli. Et Rousseau finit par se prendre au jeu. Il demande des renseignements, comme un bon consultant, quelles sont les mœurs du clergé, Paoli, quelles sont les ressources minières de l'île. C'est rare qu'on voit un Rousseau économiste et soucieux même du développement même industriel. C'est intéressant. On n'est plus dans le contrat social qui était philosophie politique générale. On est là dans un ici et un maintenant, qui est la Corse, comme il fera pour la Pologne, projet de constitution pour la Pologne. Et tout d'un coup, Rousseau change de sujet. Il dit, oublions le projet de constitution, je suis trop vieux et fatigué, laissez-moi venir mourir chez vous. Je voudrais mourir libre, sur une terre libre. Libéré. On le sait peu, je vous le dis, on a failli avoir la tombe de Rousseau en Corse, n'est-ce pas? Voilà. Donc, pour vous montrer à quel point il était indépendant des puissances d'argent, hein, il copiait de la musique toute la journée, il n'y avait pas des photocopieuses, hein, c'était long. Hein. Copier des partitions, comme Spinoza polissait des vers, vous voyez, commençait à faire l'industrie de l'optique pour se rendre indépendant des puissants de ce monde. Et sa devise à Rousseau, vous savez, je l'ai souvent répété ici, Bertrand la connaît bien, c'est « vitam impendere vero », faire dépendre sa vie du vrai. Bon, ce qui était assez nouveau quand même. Hein. J'ai cité Mozart tout à l'heure, je ne peux pas m'empêcher d'y repenser, parce qu'il y a beaucoup de Rousseau dans la flûte enchantée, si on regarde de près. Mais Mozart est le premier qui va mourir dans la misère parce qu'il a refusé la protection de l'archevêque de Salzbourg. Avant, c'était des larbins, les musiciens. Le génie, hein. Bach, c'est fabuleux, la musique de Bach. Mais enfin, Bach, il était voué, il faisait sa cantate tout le dimanche pour ceux qui l'employaient, le consistoire protestant. Voilà. Mozart, il a jeté sa gourme. Voilà, c'est quand même la même époque, tout ça, hein, les années 1780. Donc, je referme cette parenthèse. Rousseau a refusé les 100 louis de Madame de Pompadour qui voulait le gratifier d'une pension, comme on faisait, quand je trouvais que l'opéra était beau, tenez, voilà, comme ça, vous serez tranquille, vous ne serez plus un intermittent du spectacle, on dirait aujourd'hui. Et Nerval dit, en refusant ces 100 louis, Rousseau a ruiné l'édifice fondé par Henri, toute la monarchie absolue. Donc c'est pas si bête ce que dit le paysan. Hein, la monarchie des Bourbons fondée par Henri IV et dont le titulaire, à ce moment-là, à l'époque de Rousseau et Louis XV, a été ruiné par ce refus de Rousseau. On ne peut plus acheter. C'est extraordinaire. On parle de l'argent. Tout a croulé, sous-entendu à la Révolution, son image immortelle demeure debout sur les ruines. Et tout d'un coup, le petit Rousseau, là, inaperçu, lui qui bégayait dans les salons à l'époque où il fallait un esprit rapide pour comprendre les plaisanteries, il n'en avait pas beaucoup. Avec sa lourdeur de Suisse, c'est lui qui dit tout ça. Il dit, je comprenais toujours dans l'escalier, l'esprit d'escalier, ça vient de là, trop tard.
voilà que tout d'un coup, il acquiert dans cette phrase nervale une figure presque titanique. Son image immortelle demeure debout sur les ruines. Voilà, je voulais vous montrer que l'argent, on pouvait aussi bien le diaboliser, mais en même temps, il pouvait distribuer aussi bien la liberté que la servitude. Car on a parlé de la liberté tout à l'heure, donc il faut parler de la servitude. Et je vais donc faire une dernière allusion à Rousseau avant de généraliser, de faire un bilan, et vous passez la parole. Il y a une lettre que Rousseau a écrite à Malesherbes. Malesherbes était un brave type, grand establishment, hein, c'était vraiment, on dirait aujourd'hui, très très grand commis de l'État, je veux dire, il était chargé de la censure et il avait la sympathie pour les philosophes des Lumières. Et il avait de l'amitié pour Rousseau et il lui reprochait de ne pas trop bien s'expliquer, de mal se défendre contre ses ennemis, etc. Alors bref, c'est pour vous dire le contexte de la lettre. Expliquez-vous, vous défendez mal. Allez, dites-nous ce que vous trouvez à vous promener dans la nature, la forêt. C'était nouveau, on ne comprenait pas à l'époque. Nous, ça nous semble naturel d'aller faire un tour là. Vous avez une magnifique forêt et bord de rivière pas loin des friches industrielles de Saint-Dizier, quand même. Il n'y a pas que des friches industrielles à Saint-Dizier. Mais enfin, je veux dire, vous avez une admirable campagne. C'est un Corse qui vous le dit. Pour qu'on admire un coin, il faut qu'il soit beau. Hein. Mais on ne comprenait pas à l'époque ce plaisir-là qui est récent, qui date de la révolution industrielle. Vous voyez, j'insiste, ça commence en Angleterre, le romantisme, en Allemagne. La lumière nous vient du Nord, disait Madame de Staël. Pour expliquer le début du romantisme, c'est lorsque la nature a commencé à reculer devant l'industrie qu'on a commencé à l'aimer poétiquement. Ce n'est pas des hasards. C'est intéressant. Et la nature est devenue paysage. Quoi de plus beau? Oui, pardon. Oui, excusez-moi. Vous avez raison, mon fils me le dit tout le temps. Il regarde mes vidéos, il me dit « Ah, tes fins de phrases, on ne t'entend plus. Tu parles dans ta barbe. » Merci beaucoup. Oui, je disais que la nature devient paysage, elle devient spectacle. Ce n'est pas la nature qui est travaillée par le paysan. Ça, ce n'est pas un spectacle. Vous voyez? Dans le Faust de Goethe, qui surgit à l'éclosion du romantisme, Goethe, c'est immédiatement après Rousseau, le héros Faust s'endort devant un paysage magnifique, un site, comme on dirait aujourd'hui, et il dit, tout seul, il dit, quel spectacle, mais hélas, un spectacle seulement. Où te saisirais-je, nature infinie? Le travailleur ne se pose pas cette question, n'est-ce pas? Celui qui laboure son champ, il ne dit pas, où te saisirais-je, nature infinie? Il y a longtemps qu'il a saisi la nature, et tu m'as donné la boue et j'en ai fait de l'or, comme dirait Baudelaire, n'est-ce pas? Tu m'as donné la terre et j'en ai fait un verger, un potager, peu importe, un champ de pommes de terre. Voilà, donc, je reviens à la servitude et la domination, à la lettre de Rousseau. Et donc Rousseau, pour lui répondre, lui raconte une de ses journées à l'Ermitage, là au nord de Paris, à Montmorency, où était une magnifique forêt encore maintenant. Et il dit, tous les matins, je partais avec fidèle Agathe, c'est le nom de son chien, et puis ça commence par, n'importe quel psychiatre verrait, une sémantique de paranoïaque. Pressant le pas dans la crainte que quelqu'un ne vienne s'emparer de moi avant que j'eusse pu m'esquiver. Vous voyez. Mon premier souhait était que ni lettre ni visite ne vinssent troubler le charme de la journée. Et aucun contact avec la société. Vous me direz, attends, je ne comprends pas, là, c'est le mec du contrat social et tu es en train de me dire ses qualités, qui veut fuir toute relation avec les hommes et être tout seul dans la forêt. Vous allez voir la suite. Pressant le pas dans la crainte que quelqu'un ne puisse s'emparer de moi avant que j'eusse pu m'esquiver. Mais une fois que j'avais pu doubler un certain coin, avec quel pétillement de joie, avec quel tressaillement je me disais, me voilà maître de moi pour le reste de ce jour. La liberté ici consiste à être peut-être sans argent, mais aussi sans société. J'allais alors d'un pas plus tranquille, regardez le musicien, changement de tempo, hein. Il était pressé là. J'allais alors d'un pas plus tranquille, cherchant quelques lieux sauvages dans la forêt, quelques lieux déserts. Je vous le dis mot pour mot là, parce que chaque mot compte. Où rien ne... Alors si j'arrête là, on va dire que c'est le misanthrope intégral. C'est pas possible, c'est le même mec qui a écrit le contrat social, c'est pas possible. Alors je continue la phrase que j'ai interrompue. Où rien ne montrant la main de l'homme, je cherchais quelques lieux sauvages, où rien ne montrant la main de l'homme, virgule, n'annonça, regardez bien l'accent circonflexe, la servitude et la domination. Voilà ce que fuit Rousseau. Ce n'est pas la société,
c'est cette société où règne la servitude et la domination. La société de classe à la veille du plus grand ébranlement qu'elle ait subi historiquement. Enfin, du premier des grands ébranlements qu'elle ne va pas cesser de subir à partir de ce moment-là, parce qu'après 1830, 48, la Commune, 1917, Rousseau dit dans les Mille, nous approchons de l'état de crise et du siècle des révolutions. Nous y sommes encore. Voilà. Je voudrais, pour servitude et domination, montrer que, et je vais conclure maintenant le bilan philosophique, parce qu'il ne s'agit pas de faire que des citations, ce n'est pas l'argent qui pose le problème. Vous vous en doutez bien, je ne vous apprends pas grand-chose, c'est la répartition. Car si l'argent, on peut en dire tout ce qu'on a dit au début, là, le texte de Shakespeare, s'il est diabolisé à ce point, c'est parce qu'il y a d'énormes inégalités. S'il y a comme il parle de la prostituée, des femmes qui se vendent, ben oui, mais c'est qu'elles n'ont pas beaucoup d'autres ressources. Pourquoi il y a la rue de la Gaîté à Paris, près de la rue Montparnasse, à votre avis? Parce qu'il y avait plein de boxons, pour parler poliment, parce que la misère bretonne, les femmes, elles arrivaient là affamées, près de la gare Montparnasse, n'est-ce pas? Et que, comme disait mon ami Gluskar, c'est peut-être sans doute le plus grand penseur marxiste de l'après-guerre, qui est mort dans une solitude et qui disait n'importe quoi sauf la classe ouvrière. La femme, à ce moment-là, la femme qui fuyait la misère, elle essayait, et comme on la comprend, quand vous voyez la condition ouvrière de l'époque, elle essayait de ne pas tomber dans l'enfer de la classe ouvrière. Vous savez, d'être à côté de ses enfants, dont je parlais tout à l'heure, qui à 6 ans faisait 13 heures par jour. Donc, si l'argent là est ignoble, jusqu'au point qu'il y ait ce que Nerval fait tout à l'heure des femmes vénales, quant aux hommes, n'en parlons pas, il y a longtemps qu'on sait qu'ils sont tous vénaux, selon les cas, c'est parce que l'argent est inégalement réparti. Si l'argent était également réparti, le problème de la prostitution ne se poserait pas. En tout cas, il ne serait pas motivé par ce facteur social. Voilà, donc c'est ça qu'il faut bien voir. Donc la répartition, la justice sociale, c'est ça qui décide que, et je termine sur le mot par lequel j'ai tout problématisé, par le mot de lien, le langage, la monnaie. L'argent n'est qu'une médiation. C'est ce qui est au milieu, c'est ce que c'est, un médium, c'est ce qui est au milieu, un moyeu d'une roue de vélo, pas une médiatrice d'un segment, la médiane. À chaque fois qu'on parle de média, c'est qu'il y a quelque chose qui fait l'intermédiaire entre deux extrêmes. Comme là, il y a la langue française, entre vous et moi, entre l'émetteur et le récepteur, et c'est moi qui vais être le récepteur avec vos questions. Voilà, mais il y a un médium entre les deux, c'est ça, l'argent c'est ça. Donc c'est neutre. Prenez un segment, je vais terminer sur cette image, AB, avec le point M au milieu. Je présume que AM est en rouge et MB est en bleu. Pas compliqué, je ne suis pas un grand mathématicien, donc je prends un exemple très simple. Le milieu, il va être de quelle couleur? Le point M, oui? Je n'ai pas entendu. Bravo, ouais. Et bravo, il va être violet. Ce n'est pas l'extrême gauche, ce n'est pas l'extrême droite, c'est ce qui nous dirige depuis 2 générations, l'extrême centre. On ne sait jamais quelle couleur ça a. Plus c'est à droite, plus ça se dit à gauche, vous savez. Voilà, j'arrête là et je vous passe la parole. Merci Dominique. Merci à vous.